Bonjour Patrick Millon. Bonjour Constance. Merci d'être sur le plateau. Vous étiez il y a quelques minutes encore dans les rues de Mayotte, là où ça chauffe. Qu'est-ce que vous avez vu et comment est l'ambiance? Alors déjà, l'information sur le fait que le décasage n'aura pas lieu ce matin n'est pas encore arrivée au niveau des oreilles de la rue. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans un contexte où, que ce soit les automobilistes, que ce soit les délinquants, que ce soit les autorités, tout le monde est dans une situation, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a une situation genre, le décasage va toujours avoir lieu. Or, il n'aura pas lieu. Donc du coup, pour répondre clairement à votre question, du côté de Magicavo, il y a des préparatifs dès 5 heures du matin où des jeunes masqués se préparaient effectivement à riposter aux forces de l'ordre. Il y a du côté de Tsunzu également un certain nombre d'agressions. Il y a notamment une personne qui s'est fait agresser et voler son scooter. Il y a des voitures à l'arrêt. Alors parfois ça passe, ça s'arrête, ça passe à nouveau. La situation, elle est évidemment compliquée. Après, je pense que dès que l'information arrivera, du reste ça a été publié sur l'infocoésie.fr, dès que l'information arrivera aux oreilles de la rue, entre guillemets, je pense que ça va se calmer un peu pour aujourd'hui. Le préfet qui était assis à votre place il y a quelques minutes disait que l'opération n'était évidemment pas annulée, mais reportée de quelques jours. Oui, sous réserve que l'appel lui donne raison. Voilà, effectivement, si d'aventure l'appel lui donnait raison, qu'est-ce qu'il faut redouter à Koungou? Parce qu'il y a plusieurs opérations de décasage qui sont prévues dans les prochaines semaines, je pense Barakani par exemple, et d'autres quartiers qui sont ciblés par des opérations de lutte contre l'habitat insalubre. Je pense que ce soit à Koungou ou ailleurs, parce que vous le disiez très justement il y a quelques minutes, les opérations de décasage, elles ne sont pas que à Koungou. Donc ce qui reste à craindre, c'est ce qui était en train de se préparer ce matin. Il faut savoir que hier soir, par exemple, il y a un camion de pompiers qui a été brûlé. Il y a une arme de service de policiers qui a été volée. On a des forces de l'ordre, et on ne parle pas de n'importe quelle force de l'ordre, on parle de la CRS 8, les caïds, des gens qui sont, quand je dis caïds entre guillemets évidemment, des gens qui sont prévus au maintien de l'ordre dans des moments les plus compliqués. C'est eux qu'on envoie, c'est des gens qui sont formés, spécialisés. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à la minute où on parle, ces gens, en une semaine, sont rincés, épuisés, habillés en tortue ninja, montés dans les collines là, face à des gamins qui sont pieds nus, qui connaissent le terrain par cœur, et sous 45 degrés de température au soleil, parce qu'évidemment, on est au soleil, c'est tout simplement impossible. Les quelques informations, les échanges que j'ai pu avoir, vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir de longs discours, un simple regard d'un de ces policiers ou des forces de l'ordre, de gendarmerie, qui sont venus de l'extérieur, ça en dit long, un regard. Et ce regard, quand je les ai croisés, j'avais vraiment le sentiment qu'on me disait on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, ils vont nous user. Et la problématique, elle est là. Elle est d'un côté, le côté judiciaire, on en parlait à l'instant, qui met des bâtons dans les roues aux opérations du préfet. D'un autre côté, on a des forces de l'ordre qui sont équipées, qui font le boulot. Mais le problème, c'est que le terrain et le contexte ne sont pas adaptés à leur formation, clairement. Faut savoir que dimanche soir, du côté de Tsunzu, ça a tiré à balles réelles. La CRS 8 a été obligée, pour se dégager, de tirer. Alors ça n'a pas été impacté. Impacté, ça veut dire que les balles n'ont pas touché, a priori. Mais ça veut dire que dès le premier jour, ça tire. Imaginez ce qui va se passer le jour où les opérations se font réellement. Imaginez une seule seconde qui est un dramatique accident par balle d'un côté ou de l'autre. Non mais ça va donner quoi ?
C'est hallucinant. Donc voilà, alors après, j'entends et je lis, certains disent que l'opération Wambushu n'est pas assez préparée, que les avocats droits de l'homiste sont surpuissants. Oui, j'entends, je lis, mais je crois que la problématique, elle est pas là. On n'a pas... Mayotte, c'est la France. Et je suis désolé, mais on n'a pas des unités de force de l'ordre spécialisées pour aller crapahuter dans les collines. Les gars, la CRS 8, ils sont sur les Champs-Élysées, ils vont arrêter les mecs. Oui, je suis les Black d'accord. Blocs. Mais bien sûr, ils vont les arrêter. Enfin, je veux dire, il va y avoir du combat, etc. Mais ça, ils vont maîtriser tôt ou tard. Oui, le terrain de jeu n'est pas le même ici. Mais le terrain de jeu est j'allais dire, le premier ennemi des forces de l'ordre. Alors justement, on le sait, les bandes sont puissantes. Derrière, il y a beaucoup d'argent à la clé. Hein. Il n'y a pas que des jeunes qui lancent des cailloux sur les automobiles. Il y a du trafic d'êtres humains, il y a du trafic de drogue, il y a du trafic de produits de contrebande. On sait que les bandes se font la guerre d'un village à l'autre, sauf qu'on a vu aussi qu'elles étaient capables de s'allier dans certaines circonstances pour protéger leur trafic. Est-ce qu'on peut redouter que des bandes voisines s'allient et circulent d'un quartier à l'autre par les crêtes et rendent la vie encore plus compliquée à la population et aux forces de l'ordre? Alors attention, les mots ont un sens et il ne faut pas se tromper de mots. Quand on parle de bande ou de gang, un gang ou une bande est défini par un certain nombre d'individus qui sont gérés, orchestrés par un chef. D'accord? Ça, c'est les gangs, les bandes. Là, ce qu'on a en face, c'est pas véritablement des bandes. Ce sont des jeunes qui délinquants, voyous, je vous l'accorde, mais ce sont des jeunes qui se réunissent pour une occasion et tout le monde est chef et tout le monde va au combat. C'est pas véritablement des bandes. Après, sur le fait que ces bandes, entre guillemets, puissent s'allier, c'est peu probable. Puisqu'il faudrait que deux chefs puissent discuter et s'associer pour rentrer en conflit. Imaginons les bandes de Sun Tzu qui vont s'associer aux bandes de Majikavo, c'est peu probable. En revanche, il y a des individus qui peuvent passer d'un camp à l'autre, c'est-à-dire de Sun Tzu à Majikavo, pour aller aider, parce qu'ils ont de la famille d'un côté, etc. Ça, oui, ça peut arriver. Ce qui s'était passé avec Kaweni et Dzoumonier pour le lycée d'Aqua. Voilà, ça peut arriver, parce qu'il y a des gamins du lycée qui sont à tel endroit et qui reviennent, etc. Mais le fait qu'une organisation d'un village, avec un chef et toute une bande, vienne soutenir une autre organisation, alors je ne dis pas que c'est impossible, mais avec le peu de connaissances du terrain que j'ai, ça me semble peu probable. Hier, Patrick Millan, le bateau de la SGTM qui a quitté Mamoudzou avec 36 clandestins et une soixantaine de passagers habituels, a été refoulé en arrivant à l'entrée du port d'Anjouan au prétexte de travaux multiples, divers et variés, pas d'accueil de bateau jusqu'au 26. Est-ce que Azali n'est pas en train de plomber l'opération Wambushu? Alors, je suis là encore, mais ce n'est que mon avis. Je ne suis pas dans le bureau d'Azali pour vous dire, voilà, il a dit ça. Je peux juste vous donner un sentiment. Je reste persuadé qu'il y a des discussions quasi quotidiennes entre notre gouvernement et le gouvernement comorien. Quand je dis gouvernement, c'est Paris, d'accord, Macron et son entourage, son environnement, et Azali. Mais je crois que Azali est dépassé un peu par les événements. La population, notamment anjouanaise, n'est pas étrangère à la fermeture du port d'Anjouan. Donc, clairement, Azali pourrait être aussi dépassé par les événements, même si il faut mettre toutes les réserves nécessaires à ce genre de déclaration, parce qu'on connaît aussi Azali, comme on a pu connaître à une époque avec Sambi, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, mais voilà, je pense quand même, je peux pas imaginer une seule seconde, pour parler clairement, que le gouvernement français, donc à Paris, n'essaye pas de négocier des choses avec le président Azali.
La problématique, c'est que la population des Comores, et notamment d'Anjouan, n'est pas forcément d'accord avec ça. On est dans un contexte préélectoral au niveau de l'Union des Comores, élection présidentielle à venir. On voit au travers de cette opération qui a été annoncée des revendications quand même très très fortes, identitaires de Mayotte comorienne. Est-ce que cette revendication identitaire n'est pas en train d'augmenter au fur et à mesure que l'émergence économique finalement des Comores n'arrive pas? Est-ce que ce n'est pas le projet de société finalement maintenant comorien? Pardon, mais là il n'y a rien de nouveau. Tout le monde a vu ce grand panneau aux Comores, Mayotte et comorienne, et le restera à jamais. Ça ne date pas d'hier, ce panneau. D'accord ? C'est des années et des années. Donc si ce panneau avait dérangé un certain nombre de personnes aux Comores, je peux vous dire qu'il aurait déjà sauté. Il est là, ça veut bien dire un certain nombre de choses. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Et puis, ça c'est le premier point. Deuxième point, on sait que pour chaque élection présidentielle, chaque élection politique, la connotation Mayotte comorienne est toujours une revendication, un point politique. Les politiques se servent de ça pour leur campagne. Et souvent deviennent plus cool une fois qu'ils sont élus. D'accord ? Mais on se sert de ça. Donc oui, vous avez raison, c'est pas de nature à faciliter les opérations en cours aujourd'hui, et aussi compliqué pour Razali, j'en suis certain. Je reste persuadé que, au fond de lui, il y a eu des accords qui ont été passés, y compris financiers. Parce que quand on parle de coopération régionale, c'est un mot qui permet de dire on envoie de l'oseille aux Comores. Il faut parler clairement, c'est la réalité. Donc il y a des accords qui sont passés. Azali a bien envie effectivement de lever le pied au niveau de ça. Ça me voilà, oui vous avez raison, il y a la campagne présidentielle et puis surtout il y a la population qui dit non. Et pourquoi la population dit non? Parce que finalement, on fait rentrer à Anjouan des frères et des sœurs, des cousins de Comoriens. Vous savez, ils partent des Comores, ces gens, ils partent des Comores, et on leur dit là-bas, Mayotte, c'est comorien. Donc ils partent pas, c'est comme s'ils partaient d'Anjouan et qu'ils allaient à Moélie ou à Moroni. Si elle est comorienne, cette île, Mayotte. Donc, ils partent dans cet esprit. Et donc, la population dit, comment ça, les gens qui reviennent de Mayotte, que nous on appelle clandestins, reviennent de Mayotte, dans l'esprit de la population en Anjouan, ce ne sont pas des clandestins. Donc, ils repartent. Et non, on refuse, c'est une manière de refuser Mayotte française. J'étais en petite terre hier à l'arrivée du bateau. Je m'entretenais avec un certain nombre de Bouénis, des Mahoraises qui ont chanté, dansé et qui ont manifesté à leur manière, avec des chants, des danses, aucune agressivité. C'est pas des délinquantes, mais j'ai pu discuter avec elle. Elle m'expliquait, elle m'a dit mais voilà, la situation est devenue maintenant impossible. La seule question que l'on se pose, c'est est-ce que l'opération Wambushu n'est pas déjà morte? Il faudra basculer dans un autre registre, tôt ou tard, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et je sais que ça va pas plaire, mais un autre registre politique. On a déjà entendu Macron en parler, c'était en novembre l'année dernière. Il a commencé à en parler en disant qu'il va falloir réfléchir à un autre système politique pour adapter les lois, parce que les lois françaises sont pas adaptées à Mayotte. Mais je vous le mets dans le mille. Vous allez voir qu'on va nous proposer, tôt ou tard, un changement de statut. Tôt ou tard, on nous proposera de sortir le mot département et pour passer à un autre statut, où c'est l'île qui sera plus autonome, Mayotte qui sera plus autonome, plus de possibilités. Alors, évidemment, personne n'en voudra, et on peut le comprendre, il y a des gens qui sont battus pour ce statut, mais je suis persuadé que tôt ou tard, on va nous le proposer. Patrick Millon, né le 25 avril 1900, oui. 2023. Oui. Le 25 avril 1841, la France achetait Mayotte. 182 ans aujourd'hui. Alors la France n'achetait pas Mayotte, elle achetait la petite terre. Uniquement la petite terre. Parce que Mayotte appartenait à d'autres personnes. Mais la petite terre.
c'est pas un anniversaire quand même où on parle toujours des mêmes thèmes, où on est toujours dans une quête d'identité qu'on a du mal finalement à acquérir. On a l'impression d'année après année qu'on vient toujours nous chercher sur notre identité française. Non, mais il faut regarder la réalité. Notre République française est plutôt bien faite. Notre Constitution, nos lois sont plutôt bien faites. On a un peuple, les Mahorais, qui ont décidé à plusieurs reprises de leur nationalité. Ils veulent rester français. Ils sont français comme vous et moi. Voilà, ça c'est clair et on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, l'État a l'obligation de protéger sa population. D'accord ? Bon, ben voilà, s'il y a des problèmes aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être français sur un territoire d'outre-mer. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc c'est à l'État à faire le job. L'État à faire le job. Et le job, c'est quoi ? C'est protéger sa population et protéger ses frontières. Aujourd'hui, tant que, même si l'opération Wambushu devait démarrer, ce qui n'est pas encore gagné, et on le voit ce matin avec la décision du tribunal judiciaire, devait démarrer, si l'opération n'est pas suivie de fait, c'est-à-dire de maîtrise des frontières, et d'une opération qui permet aux Comores de ne plus encourager, on ne parle même pas de les faire partir, enfin d'accepter, de ne plus les encourager à partir, l'opération Wambushu ne servira à rien. On ne peut pas vider un évier et laisser le robinet ouvert. Allons, soyons... ok, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est ça, c'est pour que tout le monde comprenne. Là, on vide un évier, mais on laisse le robinet ouvert. Il faut... je veux bien qu'on vide l'évier, très bien. Après, chacun a ses visions politiques de la chose, mais il faut fermer le robinet, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup. Ben, de rien. Là, vous repartez sur le terrain. Oui. Vous allez aller de quel côté ? Je ne peux pas vous le dire. Non, je ne peux pas vous le dire parce que effectivement, la presse est un peu ciblée, forcément. Il y a des jets de pierre et autre chose qui volent. Il y a encore eu des voitures cassées. Il y a encore eu une voiture cassée hier soir. Donc, on essaye de faire notre travail, mais... discrètement. Voilà, sans jouer non plus au cador, quoi. Eh bien alors bon courage On pour va ne essayer. pas faire le cador. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.